Bonjour à tous, donc on va continuer la partie du cours moteur thermique. Donc j'espère que vous avez bien travaillé sur les différents matériaux qui constituent le bloc moteur. Je vous ai envoyé une petite arborescence, un petit résumé des matériaux utilisés, avec même une petite remarque sur les revêtements, enfin, sur le revêtement qu'on peut faire à l'intérieur du cylindre. Donc on continue le cours. Ici, nous avons le dégazage du carter moteur. Une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est en fait les mouvements d'air qu'on va avoir au niveau du moteur en dessous des pistons. Donc les pistons, on l'a dit, montent, descendent alternativement et on a forcément un mouvement d'air qui se passe au-dessus puisqu'on a aspiration, compression, explosion détente, échappement. Donc on a un mouvement d'air qui va se faire, enfin d'air, de gaz au-dessus du piston, mais on ne pense pas au fait que en dessous du piston, on va avoir un mouvement d'air également. Donc le piston, en montant, il va inspirer l'air du carter avec lui, il va l'emmener avec lui dans le cylindre. Lors de la compression, en fait, en dessous du piston, il y a comme une aspiration. Et quand on va avoir la détente ou l'aspiration, le piston va se diriger vers notre point mort bas. Et en se dirigeant vers le point mort bas, tout l'air qui était en dessous du piston va être repoussé dans le carter et dans les autres cylindres. Donc, lors des mouvements du piston, on va avoir des mouvements d'air qui vont se faire à l'intérieur du bloc moteur. Autre chose aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, il y a quand même un manque d'étanchéité. Même si on a des segments au niveau de notre piston, on en a 3, on en a bien parlé. Malgré ces segments, on a quand même des gaz de combustion qui vont passer à travers, donc passer entre le cylindre et le piston et se retrouver en dessous, en fait, en dessous du piston et donc dans notre carter. Et plus la pression dans la chambre de combustion est grande, donc plus on va avoir un moteur qui va brûler beaucoup de gaz, plus il y aura de gaz de soufflage qu'on dit, donc des gaz qui vont fuiter entre le cylindre et le piston et qui vont se retrouver dans le carter. Donc les gaz de soufflage, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent du carburant imbrûlé. Il y a un petit peu d'essence qui n'a pas bien brûlé et qui se retrouve dans ces gaz sous forme vapeur, et puis après qui se condense et qui se retrouve dans l'huile. On a bien sûr les composants des gaz d'échappement également qui vont partir vers notre carter, qui vont fuiter là entre le piston et le cylindre, et on va avoir donc ces gaz qui vont parfois redevenir liquides et qui vont se mélanger à l'huile moteur. Et donc, on va avoir une huile qui va se souiller progressivement, qui va devenir de moins en moins bonne, parce qu'on a des gaz de soufflage, on a du carburant, on a les gaz d'échappement qui vont fuiter un petit peu vers le carter. Et donc, on a le moteur qui fonctionne, on avait déjà des vapeurs d'huile dans le carter moteur, et en plus de ça, on va avoir donc ces gaz de soufflage. La quantité de gaz de soufflage dépend donc de la charge du moteur, donc ça veut dire plus je vais demander de couple, plus ça va péter fort et plus je vais avoir des gaz qui vont fuiter vers le carter. Donc plus la charge du moteur est importante et plus la pression augmente dans la chambre de combustion. Et donc plus on aura de gaz de soufflage. En raison de la présence de ces gaz de soufflage, une surpression va se créer à l'intérieur du carter.
Et une surpression dans le carter, c'est jamais bon, parce que les joints vont avoir tendance à sauter, à ne plus être efficaces, parce que la pression à l'intérieur du carter est plus importante que la pression à l'extérieur. Et donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas qu'il y ait de surpression dans notre carter. Donc cette surpression s'applique naturellement dans toutes les cavités reliées à la chambre d'embiellage et serait susceptible de provoquer une fuite d'huile au niveau des joints. Et donc, il faut trouver un système qui va dégazer le carter moteur. Donc, qui va permettre au carter moteur de ne pas être mis sous pression par les gaz de soufflage. Et on va essayer aussi de récupérer l'huile et peut-être les résidus qu'on va retrouver dans ces gaz à l'intérieur du carter. Donc, on va créer un système de dégazage du carter moteur. Au début, le mélange des gaz et l'huile moteur était simplement renvoyé à l'atmosphère. Donc au début, il n'y avait pas vraiment de système de dégazage. On avait un bête tuyau qui reliait le carter à notre circuit d'admission en réalité. Et donc, quand le moteur aspirait de l'air, en fait, il aspirait en même temps les gaz de soufflage, les gaz qu'on retrouve dans le carter. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Bien sûr, on ne peut pas faire ça pour des raisons environnementales. On ne peut pas réaspirer de l'huile et des gaz comme ça. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment des systèmes de dégazage qui sont assez performants, où on va séparer l'huile de l'air et on va récupérer l'huile pour qu'elle retombe dans le carter, et l'air, on va pouvoir le renvoyer via un filtre dans l'atmosphère ou dans le système d'admission. Donc un système de dégazage du carter moteur, il envoie les gaz de soufflage, en grande partie épurés de l'huile moteur. Donc on a séparé l'huile des gaz. Donc il envoie ces gaz dans le système d'admission et garantit ainsi l'absence de surpression à l'intérieur de notre carter. Donc c'était une petite parenthèse par rapport à ce phénomène de gaz de soufflage. Alors le volant moteur, ça vous en avez parlé ou vous allez en parler avec Monsieur Toussaint en Techno-Auto. Donc il va emmagasiner l'énergie lors du temps moteur et restituer cette énergie pendant les temps résistants. Donc pendant l'explosion des tentes, le volant moteur va être mis en rotation. Il est tellement lourd qu'il va continuer à tourner par son inertie lors des temps résistants. Il porte la couronne du démarreur pour démarrer. Et c'est la surface de friction pour l'embrayage. L'embrayage vient se fixer dessus. Donc tout ceci a été vu en principe de votre côté. Et on a le système de chemise. Alors qu'est-ce que le système de chemise? Quand on faisait des blocs en alu, au début, on n'arrivait pas à avoir de l'aluminium suffisamment résistant pour nos cylindres. Et donc, avec les segments, ils usaient en fait très très rapidement l'intérieur des cylindres. C'est pour ça qu'on a fait des blocs en alu, souvent avec du silicium, pour que le silicium durcisse très fort la surface et permette aux segments de glisser dessus. Mais quand on n'avait pas encore cet alu de silicium, avec silicium, on faisait des chemises. Alors des chemises, c'est quoi? C'est un tube qu'on met dans un tube. Donc un tube qu'on va mettre dans le bloc moteur. Et ce tube, souvent, il est en acier. Il y en a eu en fonte, pardon. Il y en a eu en aluminium, mais surtout, c'était en fonte. Et donc, on avait un bloc en alu et une chemise à l'intérieur, donc un tube
qu'on a placé à l'intérieur en fonte pour avoir une surface de frottement beaucoup plus dure et donc avoir une usure beaucoup moins importante de notre bloc moteur. Ici, on voit, c'est une chemise sèche. On voit qu'elle n'est pas en contact avec le liquide de refroidissement que vous voyez en bleu de part et d'autre. C'est une chemise ici qui est sèche. Elle n'est pas en contact avec l'eau, le liquide de refroidissement. Ici, par contre, on voit qu'elle est en contact avec le liquide de refroidissement. Alors c'est bien mieux, évidemment, pour refroidir le moteur, c'est beaucoup plus performant d'avoir une chemise qui est en contact avec le liquide de refroidissement. Mais le problème, c'est qu'il faut assurer une super bonne étanchéité. Vous voyez ici qu'il y a des joints pour assurer l'étanchéité. Ici aussi, les pièces sont évidemment très bien usinées pour qu'elles puissent très bien rentrer l'une dans l'autre et avoir une étanchéité déjà naturelle par le montage. Mais c'est vraiment pas évident d'avoir une super bonne étanchéité parce que de l'alu, de la fonte, des joints, on va avoir plusieurs matériaux, plusieurs coefficients de dilatation et ça va être assez compliqué d'avoir une bonne étanchéité sur la durée de vie du véhicule. Donc parfois, on a des problèmes. On peut avoir l'eau qui s'écoule ici, qui fuit et qui tombe dans le carter moteur. Là, c'est la catastrophe. L'eau va se mélanger à l'huile. Ou alors ici, on peut avoir l'eau qui ressort et qui vient dans la chambre de combustion. Et là, à ce moment-là, on va lors de l'explosion des tentes, on va avoir de la fumée blanche, évidemment. Donc voilà, on a des chemises sèches, des chemises humides. Les chemises humides, comme vous voyez ici, on peut les mettre à la main. Et c'est lorsqu'on va serrer la culasse qu'elles vont se serrer dans le bloc. Par contre, ici, une chemise sèche, elles sont mises à la presse ou alors en jouant sur les températures. Donc, on va tremper la chemise dans de l'azote liquide, dans quelque chose de très très froid, même peut-être chauffer un petit peu le bloc, et on va mettre la chemise dans le bloc, et ça nous permettra, lorsque tout va reprendre la température ambiante, d'avoir une chemise qui est vraiment serrée à l'intérieur de son bloc, et ça ne bougera plus, en principe. Donc voilà, on voit ici très bien qu'il y a une chemise à l'intérieur du bloc. On voit très bien ici la différence de matériaux utilisés. Et là, on voit très bien également qu'on a mis une chemise à l'intérieur du bloc. On voit ici qu'il y a une très très faible distance, mais on peut encore être plus fin ici entre les cylindres quand on n'a pas de chemise. Quand on a un bloc d'une seule pièce, ici on peut être encore plus fin. Ça veut dire que les cylindres vont être encore plus rapprochés, qu'on va avoir un moteur encore plus compact. Mais bon, c'est pas... Le but, c'est évidemment d'avoir des moteurs les plus petits possibles, avoir un anthrax ici le plus faible possible. Le but, c'est vraiment d'avoir des moteurs qui soient compacts. Alors voilà un petit peu de documentation par rapport à ces chemises. On voit ici que lorsque on a une chemise humide, on a en fait un revêtement spécifique de manière à ne pas corroder la surface et donc de ne pas avoir une usure par corrosion ici. Donc voilà pour la première petite vidéo.